Bonsoir. Je pense que j'ai été influencé ce soir positivement, inspiré par la dernière intervenante. Son histoire est poignante et dit dans un langage assez simple. Je pense que c'est des choses importantes, quoi. J'avais commencé à m'endormir, mais là, il m'a réveillé. Merci. On a bien reçu les statuts visés. Je profite de l'occasion pour dire merci et bravo aux organisateurs du TEDx, parce que c'est important. Il faut pouvoir partager ce qu'on a comme expérience avec les plus jeunes. Bon, je suis peut-être le doyen en âge, peut-être, dans la salle. Des précédents intervenants, qu'est-ce qu'on a retenu? Discipline, super-héros, rêve, humilité, la force du digital et son influence, la mentalité à toute épreuve. Je pense que l'essentiel est là dans ce message. Oh, j'avais préparé quelque chose d'un peu plus fini. Après, avec les différentes interventions, j'ai dû orienter pour rendre un peu plus digeste et adapter un peu à la circonstance. Donc, mon histoire, vous avez vu, la présentatrice a parlé de mon parcours, mais derrière ce parcours se cache une histoire, peut-être que beaucoup ne savent pas. Je vais me forcer de le rendre un peu plus synthétique. D'abord, je n'étais même pas prédestiné à aller à l'école française, à l'école. Ce que beaucoup ne savent pas. Mon père, on était à Agoville, il était imam. Et je suis le dernier, et je suis son dernier. Donc, naturellement, je dirais son successeur. J'ai fait l'école coranique très tôt. À l'âge de 3 ans, je partais à l'école coranique. Et les jours où on ne partait pas à l'école coranique, je l'accompagnais, j'allais au champ. À 7 ans, tous les enfants du quartier sont allés à l'école. Il a mis un veto, il dit, je ne pars pas, je continue l'école coranique. C'était difficile. Il a fallu un de ses amis béninois, qui était locataire chez nous, qui l'a convaincu, qui lui a dit, envoie l'enfant à l'école, je me charge des frais de scolarité. Il dit, non, ce n'est pas une question de moyens, mais c'est un principe. Lui, il veut que son fils soit imam, qui assure la continuité. Et là, moi, j'avais envie d'aller à l'école comme tout le monde, à l'école française. Mais je n'ai rien dit, c'était la volonté de mon père. J'ai dit, voilà, paix à son âme. De discussion en discussion, finalement, il a cédé, avec des conditions strictes. 1, tu ne reprends pas de classe. Je ne paye pas les fournitures de la même année. Et que tu sois premier et dernier, ce n'est pas mon problème, tu vas à l'école pour toi. Donc là, je commence le CP1, avec toute la pression un peu plus tard, 7 ans et demi, 8 ans. Donc j'arrive au CP1, commence la scolarité, je n'avais pas de choix. J'ai dit, je n'ai pas de choix que d'être premier. Pas pour mon père, mais pour moi-même, pour prouver que là, je peux. Donc du CP1 jusqu'au CM2, premier de classe. Et là, voilà, je lui montre des résultats, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu vas à l'école pour toi, même pas de félicitations. Jamais de félicitations. CP1, ça, j'arrive à l'entrée en 6e, CEP. Le jour de l'examen de l'entrée en 6e, panique. Alors, l'épreuve de mathématiques, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai un vide total. Je compose, après les résultats tombent, j'ai le CEP, le premier de classe n'a pas l'entrée en 6e. Premier échec. Il a dit, voilà, c'est fini là. Ta scolarité s'arrête là, tu reprends l'école coranique. En même temps que je partais à l'école, les jours fériés, les jours où on n'allait pas à l'école, les jours de repos, je continuais l'école coranique. Je n'ai jamais regardé la télé de la 6e, du CP1 jusqu'au CM2, jamais de télé. Les amis, les dimanches, ils vont regarder les westerns. En ce moment, c'est les westerns. Dimanche après-midi, moi, je partais à l'école coranique, jamais. Donc, on me demande pourquoi j'adore la télé. L'origine vient de là. Moi, je passe des heures, je dors avec la télé, je me réveille avec la télé. L'origine vient. Je n'ai jamais regardé la télé, jusqu'en 6e. Et là, je reprends la classe. Encore premier de ma classe, avec de très bonnes moyennes, j'arrive. J'ai l'entrée en 6e. Super, tout le monde est content, sauf mon père. Il dit, mais tu vas à l'école, tu as déjà échoué. Tes amis sont en 5e, toi tu vas en 6e. Tu es nul. Je continue, j'arrive. On m'oriente dans un collège privé. Avant, quand on partait d'un collège, un établissement privé, c'est un échec. Moi, je voulais aller au lycée moderne d'Agoville ou au collège moderne. Je me retrouve dans un lycée, un petit collège moderne d'Écrolly.
J'ai dit, mais c'est quoi? Vraiment dans un quartier, voilà, l'école n'est pas en très bon état. Mon père revient à la charge, tu vois, tu n'es pas bon. Hein? Les meilleurs sont au lycée, toi tu te retrouves dans un collège privé. Et là, c'était l'horreur. Je continue, j'ai dit, je n'ai pas d'autre choix que d'être meilleur. De la sixième jusqu'en troisième, premier de classe. Et là, je suis sélectionné pour aller, meilleur élève d'Agoville, je vais au lycée scientifique. C'est important cette phase. Donc quand j'arrive au lycée scientifique, premier devoir de mathématiques, moi j'avais les 19, le 20, premier devoir de mathématiques, 4 sur 20. Waouh! Désillusionné. Le premier de la région de l'Agnébi, le premier de l'Agnébi, 4 sur 20. Il nous fallait 12 de moyenne pour passer en série C. Et là, le prof de maths, il a fait une démonstration et puis j'ai éclaté de rire. Et là, il avait signé mon arrêt de mort. J'ai signé mon arrêt de mort. Parce que c'est le prof de maths et le prof de physique-chimie qui décidaient du passage en série C. Il a mis la base, c'était 12 de moyenne. Il a regardé les moyennes. J'étais à 12,99 en maths. Il a passé la moyenne de passage en série C à 13. Je vais en série D. Et là, j'ai dit à mon père, il dit, ben voilà, ton affaire d'école, je ne crois pas. Donc, je vais en série D. Bon, là, je me suis éclaté. Première D. Voilà, je m'éclate. J'ai mon bac. Quand j'ai mon bac, je voulais, quand on va en série D, c'est médecine ou la mort. Donc, c'était écrit au chevaux de mon lit, au scientifique, médecine ou la mort. En ce moment, paf, on institue le tronc commun des sciences médicales. On était la première promotion des sciences médicales. Et à l'INP, à l'INSET à l'époque, c'était l'INSET, ce qui est devenu l'INPHB, ils ont institué les classes préparatoires commerciales. C'est la première fois. Avant, on rentrait directement à l'ESCA, voilà, classe préparatoire. Bon, j'ai dit, ben écoute, la rentrée scolaire à l'université, c'est en janvier. Moi, je suis en octobre. Bon, je vais aller à l'INSET, en classe préparatoire. Je me fais 3 mois de bourse, parce qu'il sait que papa ne va pas me donner de l'argent, et après, je vais à l'université. Ça me permettra d'aller être cambodgien avec un de mes amis, lui donner un peu d'argent pour avoir accès à la chambre. Donc, je reste. C'est pour dire que ma vie est faite d'opportunités. Après les 3 mois, je me sens à l'aise. Je décide de rester à l'INP parce qu'il y avait la chambre individuelle, de l'eau chaude, le petit déjeuner. Avec 7 500 francs, on avait tout le repas du mois. Et j'avais une bourse de 40 000 francs à l'époque. C'était génial, je reste. Même pas par objectif scolaire, il n'y avait rien de logique. Moi, j'ai saisi l'opportunité. Voilà, c'est ça ma vie. J'ai saisi une opportunité là, et ça peut payer. J'ai saisi une opportunité. C'est comme Maxwell a dit, j'ai saisi une opportunité. J'avais une chambre, de l'eau chaude, j'avais un repas qui était offert, et puis voilà, j'ai dit, bon, écoute, j'ai la capacité de pouvoir étudier, je fais les classes préparatoires. En ce moment, le programme n'était même pas défini. On nous faisait faire les mathématiques des prépas techno. On avait les mêmes devoirs que les ingénieurs. Voilà, on fait le concours, je suis admis, je rentre à l'ESCA, ça se passe bien. Voilà, on va en pré-emploi, ça c'est important. Quand je dis ma vie est faite d'opportunités, je fais un stage d'entretien chez Nelson parce que moi j'ai pris la filière marketing. C'est ce que je voulais toujours faire. Peut-être que Stéphane ne savait même pas ça. Filière marketing. Donc j'arrive, je fais un entretien chez Nelson McCann. Peut-être qu'on aurait été concurrents aujourd'hui. C'est Nelson McCann, c'était la plus grosse agence. On me dit les résultats de l'entretien, c'est dans 3 jours. J'ai un autre entretien chez Amsen Young. Je fais l'entretien à 11h, on m'appelle à 15h, on dit Talibi, tu es retenu. Je dis, bon, je signe mon contrat, j'ai oublié McCann, j'ai oublié le marketing, je vais en finance. Je vais en finance, je me retrouve en tant qu'auditeur financier. Voilà, c'est vraiment des opportunités. Il dit, bon, après, il faut avoir une assurance, il faut se dire que, quel que soit le domaine d'activité, quel que soit l'environnement, on peut s'adapter. Il faut être agile. C'est le message clé que je veux faire passer en termes d'agilité. J'arrive chez Amsen Young, on démarre, assistant 1, assistant 2. Malheureusement, j'ai un patron, un Guinéen, paix à son âme. Vraiment, ce monsieur, il m'a torturé, mais il m'a appris beaucoup de choses. Pendant 5 ans, il m'a dit que j'étais nul. 5 ans. Donc, je passe un message à tous ces jeunes, à toutes les personnes, même plus jeunes, qui sont en entreprise, qui se plaignent d'avoir un mauvais patron.
il est en griffe chiant, il nous emmerde, n'abandonnez pas. Continuez à bosser, c'est votre travail qui va faire parler de vous, qui va laisser des traces. C'est important. Pendant 5 ans, j'étais avec mes assistants, un jour j'envoie un dossier, ils jettent, mais les assistants veulent ramasser le dossier. Non, 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 j'étais superviseur. Non, Talibi, tu prends le dossier. Humilité, je prends mon dossier, je vais ranger. Au bout à l'entrée de la 6e année, l'assistante m'appelle, Talibi, je t'observe, tu ne dis rien. Tout le monde refuse de travailler avec ce monsieur, tu es le seul à vouloir travailler avec lui. Mais je te dis quelque chose, tous tes rapports qui sont pas bons, tes mauvais rapports, ton mauvais anglais, tout ça, c'est les mêmes rapports que j'envoie à Londres, en France. On ne change même pas une virgule. Et là, 5 ans et demi après, j'apprends que celui qui est mauvais, qui n'est pas bon, qui fait de mauvais rapports, il est brillant. Je ne dis rien. Et je reçois un coup de fil vous connaissez bien l'entrepreneur, Kono de Songui. Il m'appelle, j'étais vers Sokosé dans ma voiture d'occasion qui démarrait une fois sur 2. Donc j'arrive, il me dit, bonjour monsieur Aïdara, Talibi, je te veux, tu coûtes combien? Je suis Kono, je dis, mais président, on ne peut pas discuter de ça au téléphone. Donc j'étais au niveau de Sokosé, je venais d'Angri. Il dit, je te veux au Bénin. J'ai dit, président, je lui dis, ok, je t'envoie un billet d'avion, tu me retrouves au Burkina. J'arrive au Burkina, l'entretien dure 5 minutes. Il dit, je t'engage, mais va voir le CEO à Abidjan pour finaliser les éléments contractuels. Il dit, non, j'ai une contrainte. L'offre est intéressante, mon salaire, je le multiplie pratiquement par 2. J'ai dit, non, j'ai une contrainte. Il faut que j'ai la bénédiction de mon patron. Je vais voir le fameux patron qui dit que je suis nul. J'ai dit, j'ai une offre intéressante, je dois partir pour une position de directeur financier au Bénin. Mais je ne partirai qu'avec ta bénédiction, la loyauté. Point important. Quelles que soient les contraintes, il faut être loyal. Il dit, je ne partirai qu'avec ta bénédiction. Il a dit, Talibi, je te donne la route. Mais retiens que le cabinet vient de perdre ce jour un de ses plus brillants éléments. « 6 ans de frustration effacés en une petite phrase. » Et là, je parle à tête haute. J'arrive au Bénin, je suis avec mon patron, le DG, c'est un blanc, c'est un Français, très sympathique, on collabore bien. Et de temps en temps, je reçois des demandes d'informations du groupe. On me demande des informations, on bypasse mon DG. On me dit, non, tu es le DAF, envoie telle information financière, des reporting. Et dès que je traite, je vais voir le DG, je dis, mais ton boss m'a demandé une information, mais je t'envoie pour que tu lui transfères. Il me dit, non, envoie, tu me mets en copie. Chaque fois, c'est comme. Et puis après, il me dit, mais c'est à toi que j'ai demandé, mais pas à ton DG. Il dit, mais jusqu'à preuve du contraire, sauf ton respect, le big boss, c'est lui qui me paye. Hein. C'est mon DG local qui me paye. La loyauté, c'est important. Donc, je l'ai fait, et puis chaque fois, c'était le même procédé. Je passais par lui, je l'informais de tout ce que je vais faire. J'en connais, peut-être d'autres plus jeunes auraient pris ça comme une opportunité de pouvoir le contourner. Voilà, ça c'est important à éviter. Donc, 1 année et demie après, j'étais le plus jeune dans mon comité de direction, 35 ans. Les autres avaient 45 ans, 50 ans, j'étais le plus jeune. 1 année et demie après, il est affecté au Burkina. On lui demande qui peut te remplacer. Il dit, les yeux fermés, c'est Talibi. Comme DG. Waouh! On dit, tu es sûr, oui. Bon, il y avait quelques réticences au niveau du conseil d'administration. On te donne un intérim. 6 mois après, je suis confirmé comme directeur général de Move au Bénin. On était à 100 000 abonnés. Avant que je ne parte, on était à 1 million d'abonnés. Donc, ce qui se passe, la partie la plus importante, en 2017, on s'appelait Télécel avant. On change de nom, on passe à Move. Le gouvernement du Bénin profite de l'occasion pour vouloir changer le prix des licences. En voulant changer le prix des licences, on part de 5 milliards à 30 milliards. Et nous, on refuse de signer. Suspension du réseau pendant 2 mois. Et j'ai 400 employés sous ma main. Après, à un moment donné, les gens ils sont lassés. Au niveau du groupe, on dit on va fermer la filiale et puis on passe à autre chose. C'est bon, on ferme la filiale. On ne pourra pas payer. Et je commence les discussions. Je vais voir feu le professeur Albert Vaudré. On échange.
Il me dit, ben, écoute, est-ce que vous êtes d'accord à payer les 30 millions? Il dit, ouais, les 30 milliards. Si on paie les 30 milliards, moi, il me faut de la contrepartie pour convaincre non seulement les gens d'Abidjan, mais aussi convaincre les gens de Dubaï, parce que le groupe était affilié aux Émiratis. Il dit, OK, on sécurise ça, tu es d'accord à payer. Sans prendre les accords, tu es d'accord, il faut payer les 30 milliards, mais il faut des contreparties. C'est là qu'on travaille avec les équipes. On les met en face des contreparties, exonération, douanières, fiscales et autres, pour que dans la balance, ça puisse avoir un effet neutre puisqu'on était dans un plan de déploiement. Après, la pression est forte. Au journal télévisé, il y a un ministre qui vient, il s'agit d'une guerre de libération économique, ces multinationales qui viennent piller l'économie du pays. Mais là, j'ai dit, je vais en prison, là. Là, c'est fini, je vais en prison. Donc là, souvent, tu es dans la rue, tu vois des motos derrière, tu penses qu'il y a des agents de renseignement, tu es pillé, tout ça. Donc là, il fallait réfléchir autrement. Les discussions étaient tendues, on n'avait pas de porte de sortie. J'ai décidé d'organiser une conférence de presse. Je prends le soin d'informer un ami, la présidence, qu'on organise une conférence de presse. On organise la conférence de presse, c'est mes avocats qui devaient prononcer la conférence de presse. Au dernier moment, à la dernière seconde, là, ils disent qu'ils ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis face à mon destin. J'ai décidé de prendre le micro. Et j'ai dit, voilà mes mots. Quand dans un pays, des gens sont incapables et qui n'arrivent pas à conseiller la haute autorité, on arrive à ces situations de blocage qui n'est ni bon pour les opérateurs, ni bon pour l'État du Bénin. En pareille circonstance, on ne peut que se remettre à la haute autorité. Seule personne capable de pouvoir nous sortir de cette situation. J'ai dit, tous les ministres ils sont nuls, les conseillers sont nuls, il n'y a qu'une personne, le président. Le lendemain, nous reçoit en audience. Le président nous reçoit et dit, ben, écoutez, on rentre à 18h, téléphone, on n'a pas de téléphone. On rentre à 18h et dit, le président de la République nous dit, ben, écoutez, vous ne sortez pas d'ici sans accord. Mais les gens que j'ai insultés la veille, ils savaient que je vais négocier. Donc là, tu n'arrives même pas à prévenir la famille, hein. Personne, tu es là, tu es coupé du monde. On se retrouve dans une salle, de 20h jusqu'à 24h, jusqu'à minuit, ils m'ont insulté. Ils m'ont traité, dit, aujourd'hui tu vas voir, on est ensemble, tu vas voir. Je les ai laissés. En termes de stratégie de négociation, c'est important, hein, l'épuisement. J'ai laissé, ils sont épuisés. À un moment donné, à 1h du mat, il dit, mais il va falloir qu'on trouve un accord, hein, parce que le chef il nous attend à 6h. Donc on négocie, après moi je vais appeler les gens de Dubaï et on arrive à avoir un accord, on paye, on a nos contreparties, on vient aussi. Quand on sort de là le soir, conférence de presse, on dit, les opérateurs ont accepté, ils disent, bon, écoutez, nous on accepte de payer, on ne parle même pas de contrepartie. On signe, ok, on sort là. Mais tu vois le retournement de situation, j'étais la superstar là. Quand je sors là, DG, je sors dans la ville, mais les gens en moto, ils m'acclament partout. Je ne consomme pas d'alcool, mais je me suis retrouvé avec une vingtaine de bouteilles de champagne dans des karaokés, dans des boîtes de nuit réservées avec des tables. Parce qu'on sortait d'une situation où les gens n'arrivaient pas à communiquer pendant 2 mois. Donc dès qu'on sort, les personnes avec qui j'ai insulté là, après ils sont devenus mes meilleurs amis. Il y a un même que j'ai vu avant-hier, et c'était super. Donc tout ça pour dire quoi en termes d'enseignement? Face à une situation donnée, il faut avoir une bonne maîtrise, une bonne lecture de l'environnement. C'est vrai, parfois vous allez vous sentir seul. Les gens, ils vont vouloir fermer. Peut-être moi, la décision du groupe, peut-être que c'est de fermer. Mais croyez en vous, menez le bon combat. Quand vous êtes convaincu que vous menez le bon combat, n'abandonnez pas. Je prends l'exemple de Texas Gris, et puis des autres, n'abandonnez pas, allez jusqu'au bout. Ouais. Allez jusqu'au bout. Et après, bon, voilà, quand je sors de là, j'ai un sentiment de devoir accompli. Je retourne à Abidjan rapidement. Je viens au groupe comme Chief Strategy Officer. Et après, j'étais fatigué des PowerPoint, des stratégies. Je décide de repartir à l'école. Je vais à HEC. Et je démarre à HEC. Après, ça change. Après le premier coup, j'ai dit, mais là, je ne peux plus rester à l'entreprise. C'est là que je démissionne. Mais quand je suis revenu, j'étais expatrié dans mon propre pays. Expatrié et logé à Beverly Hills, dans une grosse villa. Expatrié dans son propre pays. J'abandonne tout ça pour être entrepreneur. De quoi? Je ne sais même pas. Sérieux, je ne savais pas. J'ai dit, je ne veux plus travailler.
Mais on dit, il est fou. On propose même à mon épouse d'aller prendre une étable à Djamé. Non, mais c'est vraiment, c'était la famille, tout ça. C'est pas possible. Donc, j'abandonne, j'ai fait je ne l'ai pas dit que j'ai fait un départ négocié, j'avais quand même un petit matelas de sécurité. Donc, je démarre, c'est là que je démarre ma carrière dans l'entrepreneuriat et je profite pour faire ma thèse de mémoire sur l'entreprise. Et 2 ans et demi, 1 année et demie après, prix d'excellence du meilleur promoteur immobilier de Côte d'Ivoire Estroisi. Voilà. Et là, il faut croire, quoi. Voilà. Et après, bon, comme le temps, je disais un peu aux organisateurs, si je vais dérouler, à chaque étape, il y a des enseignements. Moi, c'est important, c'est ce que je veux que vous reteniez. Vous qui êtes là, retenez ça. Je n'étais pas destiné à aller à l'école française, je l'ai fait. Je n'étais pas destiné à faire de la finance, je l'ai fait. Après, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'essaie de rendre ce que je peux. Je suis co-directeur académique dans le programme HSE Challenge Plus pour la formation des jeunes entrepreneurs. On a la 3e promo. Et aussi, je suis coach assesseur à la SFI, Société Financière Internationale, pour accompagner les différents promoteurs immobiliers. Pour moi, le plus important en termes d'enseignement, key learning, quelle trace je laisse de mon parcours professionnel? Premier point. 2e point, quelle image je laisse quand je quitte l'entreprise? Aujourd'hui, dans n'importe quelle entreprise, que ce soit chez moi, chez EY, et c'est comme chez moi. Et après, quand on arrive à une étape de sa carrière, qu'est-ce qu'on transmet? C'est ce qu'on fait aujourd'hui. À tout le monde, moi, je conseille ce que j'appelle la méthode STEP. STEP comme pas en anglais, c'est le sérieux, le travail, l'excellence et le professionnalisme. Parce que c'est step by step qu'on se construit une bonne, belle carrière professionnelle. Je vous remercie.